Le monsieur est menacé. On le prend, on lui dit de désigner Alassane Ouattara comme vainqueur. Et il le fait. Et puis toi, tu prends ça pour agent content. Tu es content. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Zasso, tes partisans sont là, donc je vais te passer le message. Je sais que tu es caché à quelque part. En 2010, là, Zasso, lorsque tu as fui le RDR pour une question de 2 millions de francs CFA, lorsque tu as fui là, ce que tu appelles les soldats qui ont fui là, c'est eux qui ont protégé ta vie. Parce que c'est nous, on était sur le terrain, c'est nous, on combattait. C'est nous, on t'a protégé. C'est nous, on a fait de sorte que tu as fui la Côte d'Ivoire. Les partisans du RDR là, s'ils t'avaient attrapé là, tu étais un homme mort, tu ne serais pas vivant aujourd'hui. Le président Gbagbo Laurent que tu insultes aujourd'hui là, c'est avec le nom de Gbagbo Laurent que tu es arrivé en Suisse et puis tu as eu ton papier. Tu as dit que c'est parce que tu étais avec Gbagbo Laurent que tu avais choisi Gbagbo Laurent que la suite, que Alassane Ouattara voulait te tuer. Et c'est pour cela que la Suisse t'a donné un papier. Tu es arrivé en Suisse là, le papier que tu as eu là, c'était exilé, un document d'exilé politique. Tu n'es pas arrivé en Suisse parce que tu étais trop beau. Et à la suite de cela, les Suisses vont te donner un papier. Non. Tu es arrivé en Suisse, tu as dit que toi, là, tu es exilé politique. Ouattara veut te tuer. Et tu as suivi Gbagbo. C'est pour ça que Ouattara veut te tuer quand on t'a donné ton papier, là. Tu comprends ça? À la suite de cela, tu as tenu des déclarations condamnant Ouattara comme un criminel. Toi, tu vas te comparer à moi. On n'est pas pareil, mon ami. Moi, là, je suis en France, là. J'ai un document de résidentie des résidents. Je ne suis pas exilé politique. Même si aujourd'hui tu as changé ton papier là, mais c'est grâce à Gbagbo que tu as eu ça. Voilà, donc quand on parle de... Quand Gbagbo parle des gens qui ne sont pas reconnaissants là, tu en fais partie. Toi un traître, tu vas parler de moi. À ce qu'il faut savoir, ici là, lorsque Gbagbo Laurent parle de l'ONU là, Kokora, il faut bien mettre dans ton oreille. Gbagbo ne dit pas que l'ONU exige à ce que Ouattara remette son nom sur la liste électorale ou bien le rang candidat et que lui ne compte pas dessus. Hein. Ce n'est pas dessus qu'il compte pour être candidat. Au fait, il vous fait comprendre que vous faites comme c'est vous qui connaissez les gens. Et que Antonio Guterres, là, lui, il y a longtemps, il n'était même pas encore président. Il n'était pas encore devenu président. Et il a croisé Antonio Guterres. Il est venu en Côte d'Ivoire pour le président Gbagbo. Donc, vous faites comme si c'est vous qui connaissez les gens. Et il faut dire que dans les propos de Gbagbo, il dit ceci. Lorsque l'ONU désigne, c'est-à-dire ce qu'il a dit là, ça signifie clairement que c'est l'ONU qui a pris la décision pour dire que Ouattara a gagné les élections. C'est-à-dire il a été soutenu par l'ONU. C'est-à-dire les mêmes, c'est parce que vous ne comprenez pas, les mêmes personnes qui ont décidé que Ouattara soit le président de la Côte d'Ivoire là, c'est ces mêmes personnes-là qui écrivent aujourd'hui à Alassane Ouattara pour lui demander, fais attention, le nom de Gbagbo là, faut le mettre ça sur la liste, électorale. Rends les droits de Gbagbo Laurent. Fais de sorte qu'il soit éligible. Donc, si vous ne comprenez pas là, c'est que, je ne sais pas, hein, pour ne pas dire que je vous insulte, mais réfléchissez un peu. Des gens qui ont dit que Gbagbo n'a pas gagné, que Gbagbo a commis des crimes. C'est les mêmes personnes là qui viennent dire à Ouattara que le nom de Gbagbo là, faut mettre ça sur la liste électorale. Et puis vous êtes là, vous réfléchissez encore, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Sinon, Gbagbo n'implore pas l'ONU. Il ne demande pas à l'ONU. Il a dit, on connaît aussi des gens, hein, mais nous, on ne va pas aller demander à ce qu'on vienne nous mettre sur la liste électorale. On ne va pas compter sur quelqu'un. On compte sur nous-mêmes. Il a dit. Comment vous avez écouté le discours là? Et puis vous n'arrivez pas à comprendre. Et vous dites qu'on menace. On ne menace personne. Hein. On dit simplement que le nom de Gbagbo là, ça va être sur la liste électorale. Moi, là où je suis, là, je ne suis plus dans les débats intellectuels où on dit tel a commis un crime. Non, on est carré dans la tête. C'est-à-dire que Gbagbo, là, s'il n'est pas candidat, là, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, là, vous, là, eh Dieu. Kokora, toi-même, tu parles, là, faut rentrer à Abidjan. Vous qui dites que nous sommes à l'extérieur, et puis on parle, on est sur les réseaux sociaux, et puis on parle, et qu'on menace, là. Mais vous-même, rentrez à Abidjan. Allez-y travailler là-bas. Vous avez fui, non? Vous avez fui la Côte d'Ivoire. Vous faites quoi en Europe là? Je crois que tu es aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Tu fais quoi là-bas? Tu es cadre du RHDP, non? Rentre en Côte d'Ivoire, tu vas travailler dans le gouvernement de Ouattara. Parce que moi, je ne pense pas que demain, si Gbagbo il est président en Côte d'Ivoire, moi, je vais rester encore en Europe. Non, non, non. Mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis ici parce que je suis obligé. Donc, rentrez en Côte d'Ivoire.
À chaque fois quand vous parlez, on vous voit ici. Ladji qui a plus de 70 ans aujourd'hui, là, il est gardien de je sais pas quoi. Il est vigile. Il fait la sécurité avec son âge. Et vous êtes tous pareils. Pendant ce temps, Ouattara que vous défendez jour et nuit sur la toile, là. Il est assis là-bas. Il mange l'argent avec ses parents. Vous pleurez ici. Moi, je suis pas là pour faire débat avec vous, hein. C'est Olivier qui vous donne non. Je vais m'arrêter là, Olivier. Olivier, j'ai une motion pour le soldat de Babo, s'il te plaît. Ouais, je suis là, j'attends ta motion. Olivier me permet de faire la motion. Tu te permets, faut aller, vas-y. Vas-y, fais ta motion. Fais ta motion. Ok, merci, c'est frère. Tu sais, quand tu parles à des gens que tu ne connais pas, il faut avoir un certain langage. Moi, là, je réfléchis. Mais je vais te poser une question. Il faut arrêter d'apitoyer sur les conséquences des actes qui sont posés. Tu viens de me dire ici, devant près de 400 personnes, que Yaoundé, il était sous la contrainte, ils sont allés le chercher au Ghana. Mais ça, là, tu n'apprends rien à quelqu'un. Mais en 2010, là, il était assis dans un salon feutré, sous climatiseur. Il était menacé par qui? Quand il a annulé des élections dans différentes régions. Il était menacé par qui? Première question. Deuxième question. Montre-moi dans la loi constitutionnelle ivoirienne, quel est l'article de loi qui permet à Yaoundé de dessaisir une institution de la République au profit d'une autre? Tu sais, à un moment, moi, quand vous parlez là, moi je vous écoute, mais j'ai comme l'impression que vous voulez dans du grain. C'est factuel, je répète. Yaoundé a mis le droit par la fenêtre en 2010. Pourquoi? Parce que si ce monsieur avait pris le courage, pour annuler l'élection 2010, il n'allait pas avoir les 30 000 morts. Moi, je vous le dis. Yaoundé a mis le droit par la fenêtre. Voilà. Donc, quand tu veux me dire qu'il a été menacé en 2011, mais c'est normal. Ça dit que c'est des gens... Ouattara, là, lui, c'est la force. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'aimerais que tu répondes à ça, à ces deux questions-là. Quel est l'article de droit dans la Constitution qui permet à Yaoundé de dessaisir une institution de la République au profit d'une autre et d'annuler des élections et de déclarer quelqu'un d'autre vainqueur? Donne-moi l'article de loi parce que je suis un peu perdu. Merci. Ok, merci. Je crois que lorsque on parle de... Tout à l'heure, je vais aussi apporter des éléments de réponse. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci, mais moi je vais aller un peu vite parce que je pense que le monsieur même lui-même il s'est contredit. Hein. Voilà. Non, je ne contredis pas, j'ai posé des questions. Lorsque tu parles et à la fin tu dis non qu'Alassane Ouattara fait tout et la force. C'est-à-dire oui. On n'est plus dans l'état des droits. Si Ouattara fait tout et la force, donc on n'est plus dans l'état des droits. Un soldat. Laisse-moi finir, je vais répondre, s'il te plaît. Tu as parlé de chose Paul Yaoundé, lorsqu'il donnait les résultats, il était assis dans un salon feutré et tout. Mais il n'était menacé par personne. Il était dans son droit. Est-ce que aujourd'hui le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire là, lorsque ce conseil-là prend ces décisions-là, est-ce qu'ils sont menacés par quelqu'un? Non. En 2020, on les a vus. Ils ont pris leurs décisions. Ils n'ont pas été menacés. Une armée n'est pas allée arrêter le président du Conseil constitutionnel pour lui dire reviens sur ta décision. Non, il a donné sa décision. Il a donné sa décision. Lorsque tu parles d'un article de loi de la Constitution, mais je pense qu'il n'y a aucun article de loi dans la Constitution qui interdit le président du Conseil constitutionnel d'annuler les voix. Je crois qu'il est au-dessus de la CEI. Il a le dernier mot. Et c'est pour cela que je dis, il n'y a aucun article qui lui interdit d'annuler des voix. Et en France, ici, j'ai pris l'exemple sur la France. Des voix ont été annulées, il n'y a pas eu de guerre. 20 000 voix ont été annulées en France. Macron a été déclaré comme le vainqueur des élections. Les Français ne se sont pas levés pour prendre des armes. Il n'y a pas eu de coup d'État. Donc, aujourd'hui, quand tu parles de Paul Yaoundé qui a été allé arrêter, qui l'ont arrêté au Ghana, là, et toi, tu trouves ça normal. Mais sa vie était menacée.
Sa vie était menacée ou pas? Est-ce que la décision qu'il prend de revenir sur sa parole... Gbagbo, je ne parle pas de ça. Ça là, on est d'accord, toi et moi, sur ce fait-là. Mais je te parle de 2010. Bon, comme Yves est là, il va m'expliquer qu'est-ce qui a donné le droit à Yaoundé d'annuler différentes régions, d'élections dans les différentes régions et déclarer un autre vainqueur. Or, le code électoral est clair. Lorsque le Conseil constitutionnel constate des irrégularités qui ont entraîné l'irrégularité la sincérité du vote, il doit annuler l'élection. Il s'est marqué noir sur blanc dans le code électoral. Donc, comme Yves est là, le docteur est là, ils vont bien me situer parce que il y a des choses qui m'échappent un peu en 2010. Okay. S'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? J'attends depuis pratiquement 50 minutes. Vas-y, Yves. D'accord, merci. Oui, la question nous a été posée à plusieurs reprises, pratiquement depuis 2011. On ressasse la même question. Pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas appliqué l'article 64? L'article 64, donc, il voudrait donc en cas d'irrégularité majeure, le Conseil constitutionnel fait reprendre les élections. D'accord? Dans ce contexte-là, vous êtes en train de mettre en doute ou remettre en question la décision du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de problème, vous êtes des Ivoiriens, vous pouvez le faire. Alors, revenons un peu dans 2024. Lorsque nous remettons la décision de la justice ivoirienne de condamner le président Laurent Gbagbo, lorsque nous remettons la décision du président de la CEI de retirer le président Laurent, vous dites, mais fiez-vous à la loi. La loi, c'est la loi, la décision. Tu as même dit au début de ton propos, Bétignon, tu as dit, la décision de condamner le président Laurent Gbagbo ne résiste pas à la loi. Tu l'as dit, non? Ça veut dire qu'on doit la subir. Mais pourquoi, dans le cas du président Laurent Gbagbo, tu dis ça? Tapoté, vas-y. Mais dans le cas de 2010, tu dis pas ça. Fallait aussi dire que, mais la loi, c'est la loi. Si le Conseil constitutionnel a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui est vainqueur de l'élection, c'est qu'il est le vainqueur. Mais dans le cas de 2010, tu dis, il n'a pas appliqué la loi. Mais quand le PPACI dit aujourd'hui que, mais vous qui avez condamné Gbagbo sur la base de braquage, que ça, ce n'est pas la loi, vous dites, oh, vous savez, ça c'est dépassé. Ce débat est derrière nous, on va pas refaire le procès. Donc, c'est en cela que vous faites 2 poids 2 mesures. Ça, c'est mon premier argument. Mon deuxième argument, c'est que je voudrais demander, les fraudes sont intervenues avant la décision du Conseil constitutionnel ou les fraudes sont intervenues après la décision du Conseil constitutionnel? Parce que si les fraudes sont intervenues avant, mais pourquoi on ne dit pas qu'est-ce qui donne le droit à un parti politique de frauder de la façon dont ils ont fraudé? Mais vous demandez qu'est-ce qui donne le droit au Conseil constitutionnel d'annuler des élections sous des prétextes de fraude. Ça y est, votre démarche même déjà est alambiquée. On ne comprend pas votre démarche. Normalement, vous devez vous poser des questions sur la fraude. Le président Laurent Gbagbo a parlé de la fraude dans ces 4 minutes-là. Je vais vous montrer la fraude du RDR. Pardon, faut me mettre en grand. Je vais montrer la fraude du RDR. Comme ça, ils vont plus poser cette question-là, de l'article 64. On va montrer. Et vous allez voir si on pouvait appliquer l'article. Oui, faut me mettre en grand. Je vais mettre ma caméra en grand. Je vais calculer je vais présenter mes excuses à tout le monde. Je m'étais éloigné, hein. Voilà, j'ai un peu dormi. Je m'étais éloigné, donc désolé. S'il y a des prises de parole qui ont été plus longues, désolé. On va rattraper ça. Kokora surtout qui est là. Sois salué mon frère Teradi. Excellente année, heureuse année pour toi. Et tout. Comment tu vas? Voilà. Donc on va écouter Yves et puis on va retracer tout ça. Voilà. Vas-y Yves. Yves, tu es en grand, hein? Oui, pardon, je suis en train de lutter avec, voilà. Je pense que c'est bon maintenant, hein? Quand tu es prêt, tu nous dis.
Donc, Voilà. faites-moi les remarques, ceux qui ont pensé que quelqu'un a été long, pour qu'on rattrape ça, s'il vous plaît. Vas-y. Je pense que, voilà. Alors, vous voyez, lors de l'intervention lorsque le président Laurent Gbagbo a été interviewé par Alain Foka, il a dit donc qu'il avait remis des éléments de preuve à deux messieurs, à Roland Dumas et à Jacques Vergès. Voici tous les éléments de preuve qui sont enregistrés ici. Les preuves de la fraude du RDA. On n'en parle pas souvent, mais il est bien de regarder. Hein? Je vous montre. Ça, c'est des personnes, vous voyez, ça, c'est des témoignages. On a les photos des individus, on a le nom des individus, ils expliquent ce qu'on leur a fait. D'accord? On a les photos des personnes qui ont été tabassées. Voilà des femmes qui ont été déshabillées. Ok? Voilà des personnes qui donnent leurs témoignages. Donc, je vous invite à vous procurer le livre. Dans ce livre-là, il y a toutes les fraudes. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les PV. Voici. Tout ça, c'est des personnes qui ont été tabassées par les gens du RDA. D'accord? Vous voyez les blessures des gens. Tout ça, ça a été répertorié ici. Mais à côté de ça, ce qui m'intéresse, ce sont les PV. D'accord? Je vais montrer les PV. Et puis, on va dire, quand Laurent Gbagbo dit, eux, ils préparaient la fraude, là, vous allez voir de quoi ils parlent. Voici les PV. Premier élément. Vous avez dans la région de la savane. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, hein? Est-ce que vous voyez? On ne voit pas très bien, c'est pas très stable, hein. Essaie de cadrer un peu. Voilà. Essaie de cadrer, prends ton temps, essaie de cadrer un peu. Qu'est-ce que vous voyez ici? Yves, mets le fond, mets plat complètement le livre, mets à plat et puis tu filmes mieux. Malheureusement, je peux pas parce que j'ai une main qui attrape le truc, donc c'est pourquoi j'ai mis ça comme ça. Bon, ok, c'est pas grave. Il y a juste les éléments que je veux montrer. Okay, ça, c'est une copie de la CEI. Alors, ce que je veux montrer ici, regarde ici. Regarde ici, en haut ici. On dit 299 inscrits. D'accord? 299 inscrits. Il y a combien de personnes qui ont voté? 298. D'accord? 298 personnes ont voté. Alassane Ouattara, combien de voix? 298 voix. Laurent Gbagbo, 0 voix. Voilà, ça c'est à faire que ce Dougou dans les savanes. Tout est là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est lorsque même ici, par exemple. D'accord? Voilà. Malheureusement, c'est difficile de filmer. 208 personnes enregistrées. 207 personnes ont voté. Alassane Ouattara, 206 voix. Laurent Gbagbo, 0. Voilà, Laurent Gbagbo, ici. 0 voix. Dans le bureau de vote à Niépélé-Dougou, Korogo, dans les savanes. Je peux vous montrer même ceux qui ont signé. Les voilà ici. On a les noms de tous ceux qui ont signé ici. Voilà. Donc, il s'agit de Ouattara Binta. Pourquoi il y a la même signature deux fois là? Voilà. Donc, on a tout ça. Yves, ferme pas la page. Il y a la même signature 2 fois. Pourquoi? Oui, il y a même des fois des mêmes signatures 2 fois. Je vais revenir à tout ça. C'est un peu difficile de saisir tout ça. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Regarde bien. On va aller en haut là-bas. Il y a combien de votants? Combien de personnes inscrites? 207. Alassane Ouattara, combien de voix? Il a combien de voix? Olivier? Non. Alassane Ouattara, combien de voix? On voit pas. À 211. Ok. Bon, combien d'inscrits? 207, non? 207 et lui, il a 211. Voilà. Alassane Ouattara, 211 voix. Et il a 100%. Je ne sais pas comment ils ont calculé 100%. Voilà. Et ça, pour eux, ça fait 100%. Et ça, tout ça, c'est signé. Hein? Regardez. C'est signé. Laurent Gbagbo, 0. Et ça, c'est où? C'est dans la région des savanes. D'accord? Ça, c'est dans la région des savanes, à faire que ce Dougou, dans place publique, Lingué Koro. Voilà, c'est là-bas ils ont fait ça. Donc, ils ont fait ça dans plusieurs bureaux de vote. Il y en a encore, hein. Donc, on a tout répertorié, on a mis ça dans un livre. Comme ça, vous allez voir.
Je montre, oh là là, c'est tellement difficile de montrer ces manchettes. Parce que le livre est neuf en fait. Voilà. Regardez ici. Combien de personnes inscrites? 111. Alassane Ouattara, combien de voix? C'est difficile. 113. 113. 113, ok. Voilà ça, c'est ici, c'est écrit. 100% encore. Signé Fofana. Hein? Il y a 111 personnes inscrites. Hein? Et puis, ils ont déclaré 113 votants. Mais comment on peut avoir 111 inscrits et puis on peut avoir 113 votants? Et les 113 votants vont tous chez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, 113. Laurent Gbagbo, 0. Voilà. Voilà Laurent Gbagbo ici. 0. Voilà les élections que eux ils voulaient que le Conseil constitutionnel valide. Et Yao Paul André dit on ne peut pas valider ça. Olivier, j'ai mis motion en bas, je ne sais pas si je vais poser une simple question à Yves. Non, attends, je vais laisse-le finir. Comme ça, tu auras une réclamation et on te donnera le temps qu'il faudra. Voilà. Yao Paul André dit que lui, il ne peut pas valider tout ça. Tous ces procès-verbaux-là, il ne peut pas les valider. Mais il ne peut pas non plus reprendre les élections parce qu'il y a des gens qui ont été tabassés. Les voilà. Les gens sont à l'hôpital. Les gens se plaignent. Celle-là, elle a été violée. Les voilà. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés à l'hôpital. On ne peut pas reprendre des élections dans cette région. Et puis, quand vous dites que si on avait repris les élections, il n'y aurait pas eu 3000 morts, vous vous trompez, les chers amis. Quand le président Laurent Gbagbo dit, nous, on préparait les élections et il préparait la guerre, c'est à cause de tout ça. Tout ce qui est dans ce livre-là. Il faut t'en procurer, chers amis. Tu ne vas plus dire ça. Non, vous demandez au président du Conseil constitutionnel d'utiliser l'article 164. Mais l'article 64, on utilise ça en temps normal. On utilise ça en temps normal. C'est-à-dire quoi? Si toi et moi, on organise un jeu et que bon, il y a eu une petite triche, on peut dire on reprend le jeu. Mais si on organise un jeu et que moi, je te casse un pied lors du jeu, est-ce qu'on peut reprendre le pied? On peut reprendre le jeu. Moi, quelle est la garantie que toi, tu vas survivre à ce jeu? Ok, merci Yves. On va répondre. Attends, Olivier, il y a trop de questions. Tu peux pas laisser passer ça, toi aussi. Non, mais je fais rien passer. Je veux reprendre. Ah, parce que j'étais pas là. Il a dit beaucoup de choses. Mais doucement. Est-ce que c'est la guerre? Tu as dit beaucoup de choses, Boutignon. Ah, bon, t'as écouté. Je vais vous écouter au moins pour voir combien de temps est-ce que j'ai été absent. Parce j'ai respecté un moment, je me suis endormi. Donc je veux à peine de prendre la parole, hein, parce que c'est Boutignon qui parlait. C'est pas toi. C'est pas toi. Qui parlait. Excuse-moi, je veux savoir ce qui s'est passé à mon absence. C'est moi qui ai posé, Olivier, c'est moi qui ai posé les questions pour que, comment dirais-je, les spécialistes du droit m'éclairent. Et il est parti sur cette démonstration du livre le livre donc qu'il a en possession. Même à peine de commencer ma démonstration, qu'on m'a réduit la parole. Alors ça fait 50 minutes que j'attends. Je suis là, je suis en attente. Ok. Moi aussi, c'est ça, je vais juste descendre. Non, mais doucement, Yves. Bon, ok, allez-y. Mais c'est pour réguler, parce que... Yves, tu peux rester, on va te poser la question, tu vas répondre, il n'y a pas de problème. C'est pour réguler, parce que je me suis endormi, et je ne sais pas combien de temps ça a pris, 30 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. C'est pour ça que je reviens pour mettre les choses au norme. Olivier, tu n'as même pas dormi 5 minutes. Ah, j'ai pas dormi 5 minutes. Ah, merci frère. Merci beaucoup. Donc, on va prendre les questions. Vous avez de nombreuses questions. J'ai une question pour Yves. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, le camarade Boutignon, il a dit non, que c'est parce que Paul Yaoundé n'a pas repris les élections qu'il y a eu la guerre. La question que j'aimerais poser à Yves, est-ce qu'en 2002, là, il était question de reprendre une élection lorsqu'il y a eu, les gens ont pris les armes et puis il y a eu des morts? Parce que je pense qu'en 2002, là, il y a eu plus de morts qu'en 2003. Donc, est-ce qu'il était question de reprendre une élection? Yves, c'est ça. Tu parles de 2002? Oui, lorsqu'ils ont pris les armes en 2002, là, est-ce que c'était une question de reprendre les élections? Bon, la prise des armes, on les a écoutées lors des différents accords, hein. On les a écoutés, Pierre Mazeaud les a interrogés là-dessus. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ont exposé.
Ils étaient aux côtés du PDCI, ils étaient aux côtés d'un certain nombre, même le professeur Francis Vaudier était là à leur côté. Ils ont tous dit d'une même voix qu'ils souhaiteraient que Alassane Ouattara soit candidat. Et puis, bon, ils ont posé aussi d'autres problèmes, qu'ils veulent un gouvernement d'union nationale, ils veulent que un certain nombre de Burkinabés soient nationalisés, donc ivoiriens. Bon, en tout cas, ils ont posé leurs réclamations, mais c'est des réclamations qui s'articulent autour de tous ces mouvements-là, ce que je viens de dire là. Voilà, donc, Laurent Gbagbo a pratiquement dit oui à tout, hein. Vous-même, vous avez vu le gouvernement d'union, il a donné des postes de responsabilité à tout le monde. Il a dit oui à tout le monde. Je crois que l'État de Côte d'Ivoire a fait seulement que 2 réclamations, c'est-à-dire le cessez-le-feu. Voilà. Je crois, hein. Et puis, il y avait une autre réclamation, mais j'ai oublié. Mais je crois que l'une des réclamations majeures du président Laurent Gbagbo, c'était la fin des hostilités. Ce qui n'a jamais été respecté. Donc, si vous voyez, quand on quitte 2002, on va en 2003, 2004, le président Laurent Gbagbo est forcé d'entamer l'opération Dignité. L'opération Dignité... Je ne sais pas pourquoi le live va attaquer, mais tapotez s'il vous plaît. On va monter à 100K, j'ai reçu une alerte là, tapotez. Vas-y Yves. L'opération Dignité 2004, c'est parce que malgré les efforts qui ont été consentis, le fait de donner la primature à un certain nombre de personnes de l'opposition, le fait de donner un certain nombre de postes stratégiques à l'opposition, mais malgré ça, les gens gagnaient du terrain dans certaines zones, Béoumi et tout ce qui s'ensuit, ils continuaient de gagner du terrain de Bouaké, ils se sont étendus jusqu'à Sakassou, etc., etc. Il y a eu plein de mouvements. Donc le président n'avait pas le choix que d'entamer l'opération Dignité. Nous savons comment l'opération Dignité s'est soldée. La France est venue s'interposer. Aujourd'hui, des personnes telles que Alio Marie vont répondre devant des juges. Pourquoi ils ont laissé partir les pilotes biélorusses qui ont tiré sur le lycée Descartes, alors que ce lycée abritait un détachement français. Donc, nous savons comment les Français ont tout manœuvré de sorte à ce que on ne puisse pas repousser la rébellion en 2004. Le président Laurent Gbagbo s'est donc... Camarades, on va prendre la question de Boutignon et après ce sera autour de Kokora. Bon, les gars, ce qu'on va faire... Ben, ils veulent te poser des questions pour que tu répondes. Ok, d'accord. Voilà, je vais interrompu, on dit, ils vont te poser des questions, ils ont tous des questions pour toi. Donc, Kokora avant. Mais moi, je ne veux pas. Ça dit qu'il faut au moins qu'on épuise une question. Yves, tu connais les panels là, on va jamais épurer quoi que ce soit, tu le sais. C'est pas une conférence de presse. Tu le sais. Ce n'est pas une conférence de presse. Il vient à peine de poser sa question. On a commencé net, vous arrêtez. Oui, on va jamais épurer, tu connais. Bon, d'accord, donc allez-y, passez à une autre question. Il n'y a pas de problème. Non, moi, c'est juste une petite question. Kokora, vas-y pour ta question. Je veux savoir, le livre que tu tiens là, c'est le livre de qui, écrit par qui? Bon, vous voyez des questions de ce genre. Je préfère même répondre à la question précédente parce que je finissais la question de 2004. Parce que je l'ai dit déjà. Parce qu'il ne faut pas dormir en classe. Hein? Mais si j'ai pas Roland Dumas et Jacques Vergès, bon, il y en a qui ont compris. Toi, tu n'as pas compris. Je n'ai pas compris celui qui a écrit le livre. Ça là, c'est pas là encore. Je sais ce que je dis, je l'avais déjà dit. Mais je n'ai pas entendu. C'est un mal de demander. Il est avocat. Et puis Jacques Vergès, il est avocat aussi. Ils sont tous les deux décédés. Ok, y a pas de mais tu poses une question et tu n'attends pas la réponse. Non, mais comme tu as commencé à dire non, tu vas pas répondre à ça. Pour moi, c'est un peu méprisant, quoi. C'est tout, voilà. Non, je n'étais pas méprisé. J'ai dit, je l'ai déjà dit. Tout le cas, c'est victimisé. J'ai déjà dit. J'ai même dit, lorsque le président Laurent Gbagbo... S'il vous plaît, Olivier, j'ai dit, permettez-moi de finir une seule phrase, s'il vous plaît. Boutignon, permettez-moi de finir une seule phrase. Le président Laurent Gbagbo a dit, lors de la crise, j'ai même remis des dossiers importants à Roland Dumas et à son ami Jacques Vergès. Il a dit ça face à Foccart. Et c'est de ces documents-là, c'est de ces documents il parlait.
Non, eux, ils sont allés en France, ils ont mis ça dans un livre pour le bien des Ivoiriens. Malheureusement, les Ivoiriens l'ont pas acheté, ils l'ont pas lu. Donc, c'est pourquoi j'explique ce qui est dans le livre. Parce qu'au moins, il y a des preuves. Quand on fait nos débats ici, personne ne présente de preuves. Ça dit que tout le monde vient parler à tue-tête. Donc, moi, je préfère présenter les preuves comme ça, c'est indiscutable. Voilà, c'est tout. C'est ce que je dis. Ok, merci Yves. Alors Yves, ce que tu dois comprendre, et ce que les gens du panel doivent comprendre, dans mes propos là, je ne mets en aucune manière en cause les irrégularités qui ont eu lieu dans la région des Savanes. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Il y a bien eu des irrégularités qui ont entaché la sincérité du vote. Tout le monde le sait. Ok? Moi, ma question est, au nom de quoi, quelle est la souveraineté qui a donné à Yaoundé de ne pas avoir appliqué le code électoral? C'est tout simple. Et toi, tu viens dire que on n'était pas dans une situation normale. Je m'inscris en faux. Pourquoi? Non, ils m'ont pas laissé finir de répondre. On m'avait laissé j'ai fini ma motion. Frère, j'ai fini ma motion. Frère, j'ai fini ma motion. Voilà. Tu viens de dire qu'on n'était pas dans une situation normale. Je m'inscris en faux parce que à partir du moment où le président de la République, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, a mis un décret pour organiser les élections en 2010, il a estimé qu'on était dans une situation normale. Voilà. Donc, lorsque on constate des irrégularités, on applique le code électoral. Moi, c'est ce que moi je veux comprendre. Et toi, bon, l'explication que vous donnez, j'ai du mal à comprendre. Sinon, je ne conteste pas qu'il n'y a pas eu d'irrégularité. Il y a eu des irrégularités. Des gens même ont été tabassés. Tout ça, on le sait. Mais pourquoi on n'a pas annulé ces élections? Parce qu'on aurait dû les annuler. Voilà mes propos, point. Ok, merci. Est-ce que je peux répondre à ta question? Merci. Bon, quand je dis que nous n'étions pas dans une situation normale, tu as vu, tu es remonté à l'organisation des élections. Tu dis, si le président Laurent Gbagbo a pu organiser des élections, a pu prendre un décret pour organiser des élections en 2010, ça veut dire que nous étions dans une situation normale. C'est pas de ça que je parle. Donc, il faut bien me suivre. Je dis, au moment où les fraudes interviennent, les fraudes que tu ne contestes pas là, quand ça intervient là, on n'est plus dans une situation normale. Voilà ce que je dis. Ça dit, on est en train d'organiser des élections, tout est normal. Premier tour, on peut dire que c'est normal. Deuxième tour, on peut dire que c'est normal. Au moment où on commence à frapper des gens, on commence à tuer des gens, comme des gens se retrouvent à l'hôpital, et puis il y a des fraudes que je viens de présenter, c'est-à-dire il y a plus de votants que d'inscrits, on n'est plus dans une situation normale. Tu es d'accord avec moi ou pas? J'attends ta réponse. Je t'écoute, vas-y. Non, sois un intellectuel honnête. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Ok, je suis d'accord avec toi. On y va. On avance. Donc, on n'est pas dans une situation normale. Maintenant, vous demandez à Yao Paul André d'utiliser l'article 64. Que dit l'article 64? En cas de fraude ou d'irrégularité, le Conseil constitutionnel, des irrégularités qui sont de nature à entacher la sincérité du scrutin, ouais, le Conseil constitutionnel a le droit de faire reprendre les élections. Je dis donc, oui, ça peut se faire si on dit par exemple en France, les gens sont venus faire un bourrage dur, pas de problème. Si on dit par exemple à Korogo, oh oui, bon, il y a eu quelques signatures bizarres, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Mais quand on dit des gens étaient tabassés, intimidés, des gens n'ont même pas eu accès à des bureaux de vote parce qu'ils ont été menacés avec des armes. Tu veux reprendre des élections? Et quelle est la garantie que tu donnes à ces populations-là que ça ne va pas se reproduire? Ça aussi, tu peux répondre à ça, s'il te plaît. Non, ok, on avance. C'est vous qui demandez qu'on applique l'article 64, non? Donc, dis-moi comment on peut appliquer l'article 64 dans ces cas. J'ai compris. Merci. Olivier, j'ai compris. Olivier, permettez que Yves chute pour qu'on avance dans le débat, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Chacun aura son temps de parole et puis on va évoluer. Sinon, il a compris, c'est bon. C'était mon objectif. S'il a compris, c'est l'essentiel. Donc, je m'arrête là. Tu as fini? Ok. Oui. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas bien expliquer les choses ici. Donc, je préfère m'arrêter. Merci. Olivier. Bien, Yves, tu sais que c'est pas un live, c'est un débat, on est obligé de permettre que chacun dise un mot. C'est pour ça que j'ai fait exprès même de ne pas apporter d'explications. J'ai fait question-réponse. Lui-même, je lui ai posé des questions. Lui-même, il dit il a compris. Je dis je m'arrête là. Terradi, c'est pas un live. Oui, Boutignon a posé une question. Vas-y, Terradi. Et quand j'étais en balade, j'ai entendu une question. Docteur, on revient à toi tout à l'heure. Boutignon demande pourquoi, comment on appelle, le président Paul Yaoundé a dessaisi la CEI. Mais c'est de la mauvaise foi, Boutignon. Quand tu dis que Paul Yaoundé a dessaisi la CEI n'a pas été dessaisie par Paul Yaoundé, elle était folklore. Elle était folklore, la CEI. Elle n'a jamais été dessaisie par Paul Yaoundé. Et sachant qu'elle était folklore, au-delà de la date de conclusion, elle est allée dans le camp de l'adversaire proclamer les résultats. C'est normal? Franchement, nos frères du PDCI, là, c'est pour ça que souvent, comment je vous prends, je vous loupe pas là. Parce que vous savez très bien le processus électoral, mais quand vous prenez la parole, vous affichez votre mauvaise foi. Et ça, c'est pas gentil. Et c'est pour ça que j'étais dans parce que depuis tout à l'heure, tu poses la question, il y a personne pour te répondre. Paul Yaoundé n'a jamais dessaisi la CEI pour la jeune génération. Il faut qu'il le sache. La CEI était folklore 3 jours après la proclamation des résultats. Et elle allait dans le camp de l'adversaire, c'est un des participants aux élections, pour proclamer les résultats. Ça aussi, il faut le dire aux jeunes. Merci. Docteur Serge Landry, on va écouter ton analyse par rapport à toutes ces questions qui ont été levées et puis on va revenir dans le panel pour que chacun reprenne la parole, s'il vous plaît. Supportez-nous, hein. Tapotez. On n'est pas encore à 100 000 et c'est pas normal. Vous êtes plus de 300, bientôt 50. On était à des moments 450. Il faut revenir à cet tempo-là et surtout tapoter. Vas-y, docteur. Il y a, excusez-moi du thème, le grand frère Boutignon, excusez-moi, qui demandait par rapport à l'article 64 du code électoral. Oui, on devait annuler l'élection. Mais quel est le contexte dans lequel on était? Parce que, vous savez, l'élection de 2010, c'était juste un prétexte. Mais les gens ne cherchaient pas l'élection. Vous-même, vous avez vu, quand on dit on recompte les voix, les gens n'ont pas voulu. Donc, imaginez-vous que le président du Conseil constitutionnel, là, on va faire un raisonnement, annuler les élections, pour dire, bon, on va reprendre. Est-ce que vous êtes sûr que ceux d'en face allaient accepter cela? Non, on était déjà dans une situation rocambolesque où c'était le coûte que coûte politique. C'était le coûte que coûte politique. Donc, oui, généralement, dans les débats, j'entends ça, mais il aurait dû annuler, il aurait dû faire ceci. Mais rien n'arrête le RDR et qui est devenu RHDP. Ils étaient dans le coûte que coûte politique. Et 2010, là, c'était quelque chose qui était déjà programmé. Qu'il gagnait ou qu'il perdait ou il y avait une guerre. Vous avez comment le commandant invisible était déjà à Bobo. Gbagbo allait à ces élections-là avec le pistolet sur la tempe. On le sait. Donc, oui, cette analyse-là, oui, si on se met dans ce sens de ton analyse, ou bien, oui, ce que la loi dit, l'article 64, oui. Mais est-ce que ça l'a apaisé la situation? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que si on était vraiment dans la cohérence, on allait plus revenir, compter les voix, et puis s'il y a lieu de reprendre, on allait reprendre. Les dés étaient déjà pipés. Voilà, les dés étaient déjà pipés. C'est ce que j'aimerais dire. Merci. Ok, donc on va reprendre notre panel de plus belle. On va reprendre. Et chacun va essayer de rester dans le temps. On analyse aujourd'hui la dernière sortie du président Laurent Gbagbo, qui a donné rendez-vous au comité central de son parti, le PPACI, auquel comité il a parlé de l'orientation politique de son parti pour l'année nouvelle 2025. Et le président Laurent Gbagbo est revenu sur le passé de la Côte d'Ivoire, son passé électoraliste,
et surtout la période à laquelle le président Laurent Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire, la rébellion qu'il a contenue. Il a essayé de répondre à tous ses détracteurs. C'était un politicien averti, donc il a pris le temps de répondre aux uns aux autres. On va l'écouter en 2 petites minutes, souffrer, partager, tapoter. On va écouter le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains en Côte d'Ivoire. Il est candidat aux prochaines échéances électorales présidentielles de Côte d'Ivoire. C'est comme si cela n'a pas été. Or, cela a été. Cela a été. Bon. On continue. On continue. Donc, il y a l'inscription là, qui est une bataille en soi, et il y a la victoire à l'élection elle-même, qui est une deuxième bataille. Étant donné qu'il n'est pas plus sourd que l'homme qui ne veut pas entendre, c'est l'inscription qui est la bataille la plus difficile. C'est le jour où ils auront entendu. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut le mettre Gbagbo. Parce que moi, je m'amuse beaucoup quand je vois les gens. Ok. Parce que ce qui arrive là, c'est une bombe qui va intéresser plus d'un. Et surtout ceux qui se réclament des manuscrits d'Obama. Ça, c'est pour eux qui arrive. On a entendu le président Laurent Gbagbo parler de l'inscription de son nom sur la liste électorale, mais surtout de sa candidature. Il a été jusqu'à l'ONU, et l'ONU a écrit au gouvernement de Côte d'Ivoire pour réclamer l'inscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale. Le président insiste. Docteur Serge Landry, c'est avec toi qu'on va ouvrir cette partie-là encore, et on va descendre tout doucement avec tous les frères. Quelle est ton analyse de cette petite partie-là? Merci. Okay, merci. Bon, quand le président Gbagbo l'a évoqué, je pense que certains pensent qu'il cherche à avoir une légitimité importée aussi, où j'entends dire certains que non, hier, il avait dit que l'ONU n'avait pas le droit de se prononcer. Aujourd'hui, il parle de l'ONU. Non, il faut prendre les choses dans leur contexte pour mieux les appréhender. Ici, on a vu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un passé. Et aujourd'hui, on voit le contexte politique. En homme avisé, l'ONU est une institution internationale qui est aussi chargée de maintenir la paix, sans toutefois violer la souveraineté des États. Il faut qu'on soit cohérent. Donc, quand l'ONU demande, dans une posture de diplomatie, à ce que le président Alassane Ouattara fasse une élection inclusive, c'est pour ne pas que le pays s'embrase. Mais elle ne le demande pas parce que Laurent Gbagbo est de connivence avec une puissance extérieure ou pas. Non.
Gbagbo a subi un procès à la CPI. À l'issue de ce procès, il a été acquitté. L'autre camp même n'a pas encore été jugé. La question reste posée. Il vient dans son pays, on lui colle un procès farfelu qui relève d'un balai juridique qui n'a pas son sens. Et cette instance-là demande qu'on réinscrive son nom sur la liste électorale. Mais avant que l'ONU le fasse, la Cour le fasse, la Cour un arrêt. Est-ce que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a obéi à cet arrêt-là? Donc Gbagbo ne fait pas appel ici aux puissances extérieures, non. Il a même dit dans son discours, pour ne pas aller vite en besogne, il compte sur lui-même et le peuple. Et celui qui doit venir, doit venir. Donc l'ONU interpelle le président Ouattara. Mais l'ONU ne le fait pas sans fondement. Aujourd'hui, le procès que le RHDP vante aujourd'hui à Abidjan. Mais vous avez amnistié. Parce qu'il faut comprendre l'amnistie. C'est les faits qui sont amnistiés. Ce ne sont pas les individus. On dit que Gbagbo est comment on l'appelle, complice. Mais les auteurs même ont été amnistiés. Et encore ce dernier qui est complice là, c'est bon, on comprend que c'est un problème qui relève du juridisme politique, c'est-à-dire se servir du droit pour éliminer ou même écarter certains candidats. Donc quand l'ONU le demande, faudrait pas que les gens disent oui, mais en 2010 vous avez... Non, non. C'est conformément, parce que diplomatiquement, Laurent Gbagbo est en train de passer un message à tout le monde entier. Maintenant, au gré de ça, on appréciera. Si les gens veulent que on soit dans la rue pour battre le pavé, ça va arriver. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Ouattara ne peut pas confisquer la souveraineté du peuple et prend quelques-uns de ses militants pour dire le peuple me réclame. Mais le peuple te réclame. La République a ses règles. Une société ne peut vivre qu'organisée. Une société ne peut vivre qu'organisée. Donc, la sortie de Gbagbo dans ce contexte, ou pas de l'ONU, il a même dit quoi? On connaît aussi des gens. Parce que généralement, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Et quand le président Ouattara, je fais un rapprochement dans son discours... C'est dans un second temps, ça. Ça c'est oui, dans non, non, je chute. Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Je rassure mes partenaires, pour ramener à ce que le président Gbagbo a dit, je rassure mes partenaires que l'élection sera transparente et démocratique. Ce sont ces mêmes partenaires-là qui lui disent, pour que l'élection soit transparente et démocratique, voilà ce que tu dois faire. Je chute pas là. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on a tous entendu la vidéo du président Laurent Gbagbo. On va écouter notre prochain camarade qui viendra au PPACI, je vous le promets. Aujourd'hui, il est au RDA, il s'appelle Kokora Nzi. D'accord. Si hier, je suis pas allé au FPI, alors que Afik était premier ministre, venait de mon village, vraiment. Alors, donc, en fait, comme je l'ai dit, on a tous écouté le discours du président Laurent Gbagbo dans la forme. Je vais pas dire violemment d'accord, pour ne pas entraîner nos amis à pousser donc des étiquettes. Je vais dire dans la forme, je suis entièrement d'accord avec d'abord son brin d'humour, très relax. Et donc il faut toujours reconnaître à l'homme ce qu'il a de bon. Même si on doit critiquer certaines choses, faut toujours reconnaître cela. Donc moi j'ai écouté le président Laurent Gbagbo très détendu, très relax, et ça montre que l'homme est disposé vraiment à mener une bataille. C'est tout le mal que je lui souhaite. Maintenant dans le fond, une bataille qu'il va mener en 9 mois et en même temps préparer sa victoire comme il le dit. Ce qu'il n'a pas pu réaliser en 5 ans, c'est-à-dire son problème d'inscription sur la liste électorale, donc a débuté depuis 2020. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, il n'a pas pu être candidat alors qu'il avait déposé sa candidature, qui a été rejetée, parce qu'il n'était pas électeur.
Donc, 5 ans après, je crois qu'il est revenu en 2021. 2022, il y a une révision de la liste électorale où il allait se faire enrôler. Son nom, donc, a été rejeté. On a vu les déclarations, donc, de ses partisans, des responsables qui voulaient donner des mots d'ordre, qui avaient promis des mots d'ordre. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est en 2025. Janvier 2025, aucune initiative véritable n'est engagée. Mais on dit aux militants qu'il y a une bataille qui va être menée. Bon, nous sommes tous curieux d'attendre donc cette bataille qui va se mener. Mais en ce qui concerne le RHDP ou le président de la République, j'ai dit toujours, à partir du moment où le président a pris déjà un décret de grâce pour le président Laurent Gbagbo, le débat est clos à ce niveau. Mais ça ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées. Et comme je l'ai dit, je vais le redire, la possibilité qui reste au président Laurent Gbagbo d'un point de vue du droit, et ce qui lui revient de droit, c'est de saisir le Parlement à travers une proposition de loi. Je crois que ça, c'est peut-être que c'est la bataille dont il parle. Sinon, en dehors de ça, vraiment, je voudrais demander à nos amis de ne pas se nourrir d'illusions, parce qu'il n'y a pas une autre bataille qui va pouvoir se faire. Voilà, la loi, c'est la loi. Si la loi dit que M. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, il ne sera pas candidat. Et ça, c'est clair. En 2000, le président Ouattara n'a pas été candidat, le président Rikonan Bédié n'a pas été candidat. C'est ce qui a fait que le président Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élu. Et donc, je dis, si les gens pensent que l'ONU peut s'imposer donc à un État donc qui n'est pas failli, qui n'est pas dans une situation de crise, qui n'est pas dans un processus de sortie de crise comme en 2010, mais il ne faudrait pas que nos amis se trompent. Parce qu'on fait totalement, on fait une grosse erreur en essayant de comparer la situation aujourd'hui à celle donc de 2010-2011. D'abord, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire était placée sous le chapitre 7 de l'ONU. Les élections de Côte d'Ivoire étaient chapeautées par l'Organisation des Nations Unies à travers un représentant spécial donc du secrétaire général des Nations Unies. Et donc, c'est un processus de sortie de crise sous la supervision donc, de la communauté internationale. À partir de ce moment, une partie de la souveraineté donc d'État du Côte d'Ivoire lui échappait. Et ça, c'est clair. Ne pas le reconnaître, vraiment, c'est, je veux dire, c'est se faire harakiri. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un État souverain. Un État qui n'est pas failli, qui n'est pas affadi. Et je l'ai dit, j'ai pris des exemples au Sénégal. Le posant principal, à Macky Sall, Sonko n'est pas allé aux élections pour les mêmes faits de justice. La situation était plus électrique au Sénégal. Mais qu'est-ce que l'ONU a pu faire là-bas? Je crois que la communauté internationale même avait lancé des appels. Mais l'État du Sénégal a dit, nous sommes un État souverain et indépendant. Nous prenons nos décisions conformément à nos lois. Et donc personne d'autre, en dehors donc de l'État, ne va imposer ces décisions à notre État. Et c'est ce qui a fait que le parti donc de Sonko a choisi un autre candidat et il a été élu président de la République. En Afrique du Sud, c'était la même chose. Donc, il faudrait que nos amis sortent de cette affaire de ONU et autres. Voilà. En Côte d'Ivoire, les lois fonctionnent, l'État fonctionne, les instruments donc juridiques sont en place, le dispositif juridique est en place. Donc, il appartient à M. Laurent Gbagbo donc de saisir toutes ces voies-là, à l'effet de voir ce qui peut être possible et ce qui n'est pas possible. Mais faire croire qu'on va mener une bataille, deux batailles, c'est-à-dire mener la bataille donc de l'inscription de son nom sur la liste électorale à partir de maintenant, alors qu'il nous reste environ 9 mois pour aller aux élections, et puis en même temps se préparer donc pour aller gagner avec un parti politique donc qui n'a pas participé au processus électoral depuis, je crois, 2011. C'est en 2022 qu'ils ont commencé à s'intéresser donc au processus électoral à travers la révision de la liste électorale. Donc 10 ans durant, vous n'avez pas participé à ce processus et faire rêver vos militants faisant croire que vous pouvez gagner une élection. Mais vraiment, je pense que le miracle... Olivier, tu es là? Olivier? Je suis là, hein. Je suis là. Je sais que voilà, je sais que le miracle existe, mais vraiment, il faut pas se nourrir d'illusions. La preuve, vous êtes allé aux élections en 2023, 0 région gagnée, 2 mairies gagnées. La région du Laurent Gbagbo lui-même, il a perdu. À Daloa, le président Guigui Madi, Stéphane Kipré en coalition, ils ont perdu devant le RHDP. Donc, je ne sais pas par quel miracle. Quelle liste électorale? Bon, c'est la même liste électorale, malheureusement, qui va continuer jusqu'en 2025, c'est ça? Ah, d'accord, on verra bien. Écoute, voilà, non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, vous savez, chacun peut nourrir des ambitions. Voilà, vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire, mais l'État est là et l'État fait ce qui est de droit. Donc, j'ai dit, cette liste électorale, il y a une révision de la liste électorale donc, à laquelle vous avez participé.
Et donc, le chronogramme, si vous avez bien vu, le chronogramme établi par la Commission électorale indépendante, la liste électorale sera bouclée en mars 2025. Voilà pourquoi l'inscription donc a concerné les jeunes majeurs, donc ils vont avoir 18 ans en mars. Parce qu'en 2025, il n'y aura pas de révision. Et ça, si vous pensez qu'il y aura une révision de la liste électorale, vous vous trompez lourdement. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, il faut que les militants de l'opposition ou leurs responsables disent la vérité à leurs militants. Ce qui ne sera pas possible. Ça ne sert à rien de faire croire à vos militants que ça sera possible. Et à la fin, ils seront désillusionnés. Et je termine pour dire, c'est ce qui s'est passé aux élections en 2021. En 2020, vous avez refusé d'aller aux élections sous prétexte que la commission électorale indépendante n'était pas indépendante et que le conseil constitutionnel, il fallait le changer. Et pour toutes ces raisons, vous n'êtes pas allé aux élections. Mais dès 2021, lorsqu'on lance le processus donc d'élections législatives, sans que les préoccupations et les greffes que vous aviez soient donc résolues, vous êtes allé aux élections. Mais vous avez entraîné vos militants donc à faire des bêtises qui les ont conduits donc à des situations difficiles. Mais à la fin, vous allez aux élections. 2023, vous allez aux élections. Donc, vous êtes toujours en train de répéter les mêmes expériences. Malheureusement, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller avec les mêmes résultats. Et vraiment, c'est ce qui est malheureux pour vous. Merci beaucoup. Je t'ai accordé 10 minutes. Les gens même se plaignaient, mais n'ont pas compris pourquoi. Tu m'as donné 10 minutes. Non, pardon, faut pas faire ça. Non, tu peux pas dire ça, mon frère. J'ai donné 10 minutes, tu as commencé à 40. J'ai donné 10 minutes exprès parce que j'estime que tu es seul. Non, il n'y a pas de problème. Vous étiez deux tout à l'heure, mais tu es tout seul. On peut poser une question à Kokora. Bon, c'est toi qui rajoute à son temps. Hein. Vas-y, pose ta question. Non, parce que il a dit des choses là. D'abord, l'État c'est qui? D'abord et ensuite, il nous dit que il n'aura pas de RLE en 2025. Alors, le code électoral. Francis, excuse-moi, Francis, tu vas remonter. Hein. La Zombro, tu sais qu'elle est au travail, c'est pourquoi je l'ai fait monter juste en discret pour ne pas interrompre au courage. Je t'ai pas prévenu. Mais la Zombro descend et tu vas remonter, t'inquiète pas. Vas-y. D'accord. Question. Ok, bon, donc il dit qu'il n'aura pas de révision en 2025. Ok, or le code électoral dit le contraire. Est-ce à dire que l'État de Côte d'Ivoire dont il parle ne va pas respecter, ou la CEI, pardon, ne va pas respecter le code électoral? Bon, je pense que cette question, il faut laisser la latitude à nos amis du PPACI de poser. Et ils sont légitimes. De l'opposition aussi. Non, laisse-moi, je sais pourquoi je le dis, s'il te plaît. Nous, alors, Kokora, s'il te plaît. Nous, là. Non, mais laisse même pas terminer. Ah. Oui, non, attends, je précise. Nous, là, tu sais pourquoi je l'ai dit. Tu sais même pas pourquoi je l'ai dit. Non, mais tu as la même rhétorique. La loi est claire. Mais est-ce que tu peux me laisser terminer, s'il te plaît? Laissez-le. Parce que tant qu'il ne termine pas, vous ne saurez pas. Voilà, je ne sais même pas où je m'en vais et puis tu parles. Je veux montrer votre incohérence. Marie, mets-toi en grand, s'il te plaît, Marie, mets-toi en grand. Comme tu me rappelles que la loi existe, je voulais te rappeler que vous, en tant que Kokora, attends, tu vas répondre. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, vas-y, réponds. En tant que PDCIRDA, vous êtes très mal placé de poser cette question, puisque la commission électorale indépendante de 2010 jusqu'en 2020 était dirigée par Youssou Bakayoko, membre du PDCIRDA. Monsieur Bitignon, de 2010 jusqu'en 2020, il y a eu combien de révisions de liste électorale? Vous étiez gaillardement assis au gouvernement et vous étiez très à l'aise. Pourquoi vous n'avez pas réclamé donc plus de 7? Il y a eu seulement 3 révisions de liste électorale en 10 ans. C'était une voyouserie organisée alors? Non, voilà pourquoi j'ai dit ils sont comptables. Non, écoute-moi, faut pas ouvrir ton micro pour faire du désordre, s'il te plaît. J'ai dit à Bitignon, je m'adresse pas à vous. Bien au contraire, je vous ai dit, vous avez raison de poser la question. Mais lui, Bitignon, en tant que membre, sauf si il est un nouveau militant du PDCI-RDA, donc s'il vient du PPACI et qu'il a viré vers le PDCI aujourd'hui, je peux être d'accord avec lui. Mais s'il se réclame du PDCI pendant longtemps, il est très mal placé pour poser cette question, parce qu'ils ont été ensemble lorsque la commission électorale indépendante n'a pas fait plus de 4 révisions de liste électorale en 10 ans. Alors, donc, si aujourd'hui, il se réveille pour se souvenir qu'il y a une loi comme ça qui existe et qu'il existe son application, j'ai dit, c'est une incohérence. Voilà pourquoi j'ai dit, en politique, il faut observer au moins un minimum de cohérence. Donc, vous êtes très mal placé et incohérent en posant cette question. Merci. Alors, on va écouter le soldat de Gbagbo pour son temps de parole. Vas-y, soldat. Aïe. Olivier. Oui. Aïe. Non, la parole à tous les gens qui sont déjà là depuis là. Non, c'est Teradi qui doit parler normalement. Ah oui? Bon, ok. Teradi, vas-y, prends la parole. Vas-y, Teradi. Bonjour à tous. Bonjour, bonne année à tous
Mon frère Yves il est parti. Bonne année à toi Yves. Et je pense qu'il fait tard chez toi là-bas. Alors, moi je vais directement, comme les contradictions ont été faites sur les différentes prises de parole de Kokora et Bitignon et tout, je vais directement parler, mais la récente prise de parole de M. Kokora, à l'écouter, on a comme l'impression que tout est fait parfaitement en fait. Et le voilà encore qui vient de reconnaître qu'effectivement depuis depuis 2010 jusqu'à 2020, aucune révision électorale n'a été faite et que le PDCI serait assis gaillardement au gouvernement et les gens ont fermé les yeux là-dessus, sinon les oreilles là-dessus et maintenant ils décident de réclamer parce que ils sont plus au gouvernement avec eux. Ça veut dire que quelque part Kokora reconnaît l'injustice qui est faite, voilà. Et quand Kokora se permet de compter sur cette liste électorale dont il sait qu'il n'a pas été révisée depuis ce temps-là, dont l'opposition réclame, dénonce 2 millions de faux électeurs qui sont inscrits. Et ça ne le gêne pas Kokora. Kokora, il nous brandit les municipales, il nous brandit les législatives, il nous brandit tout ça. Parce que c'est si ça, effectivement, qu'il compte. C'est pour ça que quand on parle de révision de liste électorale, ça gêne le RHDP. Parce que je ne peux pas savoir pourquoi, si on parle de révision, non seulement révision, mais on parle d'audit, nous on va au-delà de la révision de la liste électorale. Oui. Et quand j'entends Kokora dire que, quand on parle de l'ONU, tout ça, c'est comme si la Côte d'Ivoire était on était dans une période de crise, contrairement à 2020 où, voilà, il y avait une période de crise et que ça a permis à Ouattara d'être candidat, ça a permis à Bédi d'être candidat et il y a eu des candidatures à titre exceptionnel. Quand Kokora le dit, j'ai dit encore que c'était encore de la mauvaise foi parce que on peut pas estiper quelqu'un comme le président Gbagbo qui a été comment on appelle, à la CPI, et qui revient, qui subit encore une autre injustice. On peut pas le retirer de la liste électorale et dire qu'on est dans une situation normale. Non. Quand on est dans une période préélectorale, pour éviter les probables crises, il faut attirer, comment on appelle, l'attention de tout le monde. Il faut qu'il y ait une élection inclusive. C'est vrai que dans le discours du président Ouattara récent, il y avait pas le mot inclusif. Oui, c'est fait à dessein. On le savait déjà, de toute façon. Mais on espérait qu'il entende raison pour ne pas que les crises qui se sont passées précédemment se répètent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais est-ce que vous pensez que vous allez continuer à faire la tue-tête jusqu'à ce qu'il y ait les élections en 2020? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'à vous écouter, on a l'impression que tout le monde sera frappé d'injustice. Que ce soit le candidat du PDCI, que ce soit le candidat du RHDP, et que ce soit Guillaume Soro, Bleu Goudé, et tous ceux qui sont déjà frappés d'injustice, qui sont frappés de 20 ans, qui sont distribués à tout le monde. Il y a eu un moment que le RHDP doit comprendre que, Ouattara doit comprendre qu'il ne peut pas aller aux élections contre les maillons faibles, depuis tout ce temps-là. Il ne peut pas continuer à aller aux élections contre les maillons faibles. Voilà. Ceux qui l'ont mis au pouvoir hier, ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir hier, qui disent qu'il y avait des irrégularités, qu'il avait gagné les élections, c'est le même ONU. C'est le même ONU. Voilà. Donc si ceux qui sont... C'est ça que hier le président Gbagbo disait, celui qui fait de toi un roi a un droit de regard sur ton trône. Celui qui fait de toi un roi a un droit de regard sur ton trône. Donc, faut pas commencer à faire comme si il n'allait pas les écouter. Le nom du président Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale. Ah! Le nom du président Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale. Puis c'est là que je ferme la parenthèse. Toutes les histoires de Kokora qu'il est en train de faire pour endormir les gens du grain là, pour endormir ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne comprennent pas ça c'est lui à lui. Moi-même généralement quand je vois Kokora, généralement je scroll comme ça, j'avance. Mais bon, il est sur le panel d'une grande sœur, on a oublié de discuter avec lui. Sinon, Kokora, tout ce qu'il est là, il est dans un rôle, donc lui il est fatigué de jouer. À l'écouter, tu sais que Kokora est fatigué de jouer. Il est fatigué de tordre le cou à la réalité. Mais il continue. Donc je viens au discours du président Gbagbo. Alors, le discours du président Gbagbo, c'est un discours qu'il adresse et aux militants du PPACI, aux sympathisants du PPACI, à la communauté internationale et à tous les Ivoiriens. Il attire l'attention. Car les élections se préparent déjà dans la période préélectorale. Il attire l'attention de tout le monde. Voilà. Parce que quand on va prendre les exemples comme pour le Sénégal, là, dit que vous pensez que si Macky Sall ne s'est pas retiré et que le PASTEF n'avait pas de candidats et que le candidat qui était dans le bord du Macky Sall se présentait tout seul, l'ONU n'allait pas intervenir.
l'ONU allait bien sûr intervenir. Mais Macky Sall s'est retiré. Le PASTEF s'est choisi un autre candidat. Qui te dit que si Ouattara même se retire, le président Gbagbo va pas se retirer pour un autre candidat face aux différents candidats qui sont là en ce moment? Qui te le dit? Mais qui te le dit qu'il va pas continuer à suivre la justice qu'on établisse l'ordre légal qui a été faussé depuis 2010? Qui te le dit? On sait pas. Non, c'est pas la peine de pouvoir mettre des questions comme ça sur la table, faire comme si Ouattara comptait sur autre personne, à part la communauté internationale qui l'a mis là. C'est incongru, monsieur Kokora. Le président Gbagbo attire l'attention de tous les Ivoiriens. Il lance une alerte. Il demande à tout le monde d'observer. Il attire l'attention. Et c'est ce que le docteur a dit tout à l'heure, le docteur Serge a dit tout à l'heure. Il attire le regard de tout le monde vers, surtout qu'on appelle, attention, des choses qu'on appelle des instances diplomatiques. De voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà. Ouattara va pas quand même aller aux élections seul. Voilà. Pour l'instant, il fait ce qu'il a à faire. Il faut que ceux qui croient en lui disent que oui, il est encore un chef. Oui, on sait tous que ce pouvoir-là, il est, voilà, ça ne tient plus. On le sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait encore une nouvelle crise en Côte d'Ivoire? Non, on le souhaite pas. On le souhaite pas. Voilà, on le souhaite pas parce que si tu es vraiment, si tu es un vrai Ivoirien, tu veux pas souhaiter qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire pendant que on y a des parents, comme on a même des parents au RADP. Le RADP ils ont des parents au PPACI. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. On veut que tout se passe de façon pacifique et que tranquillement, celui qui aura gagné les élections en 2025 gagne et puis on passe à autre chose. Et puis qu'il y ait pour une première fois une passation de choses qu'on appelle entre le président sortant et le président qui entrant. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Mais venir débattre encore, venir faire le bras de fer sur les panels, pendant que on voit qu'on appelle toutes les charges juridiques qu'il y a, les différentes poursuites qu'il y a en ce moment. C'est comme ça que le pouvoir dégringole, hein. Voilà, les détournements de choses, les blanchiments, de capitaux, tout ça, quand la communauté internationale est en train d'attirer l'attention, sinon la justice française est en train d'attirer l'attention, c'est comme ça que tout dégringole. Donc le nom du fils du président de la République ou du petit frère du président de la République est cité et tout ça. C'est comme ça que ça commence. Ça vient crescendo. Donc durant ces 9 mois dont il parle là, il dit qu'un combat qu'on va plus mener pendant 5 ans, est-ce que c'est en 9 mois on va mener? Mais tu penses que ça se mène comme ça? Quand vous serez acculé contre ceux qui nous ont adulé hier, quand vous serez acculé contre ceux qui nous ont adulé hier, tu vas voir. On va voir si ils pourront plus venir en France. Là où, quand ils viennent pas, ils sont pas à l'aise. Et que la pression va augmenter. On va voir si ces personnes ne vont pas lâcher du lest. Commence pas à nous montrer que Ouattara est trop fort que ça. Non. Je m'arrête là, monsieur Boutignon, Olivier. Mais, je veux juste attirer l'attention des gens pour dire que le président Gbagbo attire l'attention de tout le monde et pour qu'on observe l'injustice à venir. Voilà. Merci. L'injustice à venir. Ok. On retiendra ce mot-là. Le soldat, vas-y, on t'écoute. Je voulais savoir, l'autre qui est en bas, qui est Adrien. Adrien Gbagbo, il est de quelle pension politique? Dites-moi, s'il vous plaît. PDCI. Adrien, PDCI. Ah, mais il y a déjà 2 PDCI. C'est un... Non, il a quitté le PDCI, il me semble, hein, je pense. Bon, Adrien, faut écrire, tu es avec qui? Parce que je cherche plutôt un militant RDR pour le faire monter. Non, tu peux faire monter Adrien, il est très, je vais dire, il est très ouvert, et puis voilà. Non, mais il est de quel bord? Olivier, j'ai un taf à faire, je vais descendre, et puis tu vas... Il faut faire monter Adrien, il va monter, c'est le que tu dis. Ok. Adrien, tu as fait ta demande pour équilibrer un peu parce que le gars, il est seul, il s'est fait malmener comme son leader Ouattara. Kokora est malmené, mal en point. Même si vous êtes 20, je vais vous maîtriser. Il faut quelqu'un pour... En fait, Kokora, il parle pas au panel, il parle à ses supporters. Tu parles pas... à ceux qui sont connectés, tu parles à qui? Ben, tu fais une demande et puis tu dis que tu veux monter Adrien et puis on voit pas ta demande. Bon, je t'ai envoyé une invitation. Si tu valides... Adrien dit qu'il est PDCI RDA. Voilà. Je suis MTN PDCI. Bon, c'est Kokora qui a demandé, hein, c'est qu'il a l'étoffe nécessaire pour réagir face à tout ça. Le soldat de Gbagbo,
Vas-y pour ton temps de parole, s'il te plaît. Est-ce que Soldat est là? Soldat est certainement occupé. Ok. Oui, Soldat occupé. Assemia, comment tu vas? C'est à moi, petit frère. c'est à moi. Non. Oui, Francis. Bon, Francis, vas-y. Vas-y, Francis. Assemia, on te prend tout à l'heure. Vas-y, Francis. Merci bien. Il faut qu'on aille à 120 000, s'il vous plaît. Merci. Essayez de je remonter voudrais... encore la pente. On est à 350. On était à 350. Il faut remonter. C'est pas normal qu'on descende, s'il vous plaît. Vas-y. Voilà. Je voudrais dire à M. Kokora que la Côte d'Ivoire souffre. La Côte d'Ivoire souffre. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel est l'objectif du RDR vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je vois des hommes au RDR qui défendent leurs revenus, mais pas de la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Mais à un moment donné, quand M. Bobo parle là, derrière son discours, quand tu es en politique, tu ne peux qu'adhérer à ça. C'est vrai que dans la vie là, il ne faut pas être malhonnête dans tout. Comme je dis souvent, il faut reconnaître que la gazelle est belle. Mais en fait, quand il y a Kokora, je tombe des nues. On parle de loi, oui. Mais la loi suprême dit, un Ivoirien, une Ivoirienne a le droit à 2 mandats. Pas plus. M. Ouattara fait un 3e mandat. Kokora est d'accord. Pour dire un pont, c'est égal un mandat. Est-ce que cela est inscrit dans notre loi suprême? Comme M. Ouattara dit, si M. Bobo est candidat, je suis candidat. Tout ça, d'où ça vient? Bon, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que véritablement le RDR est un parti pour les Ivoiriens ou contre les Ivoiriens? Marc, s'il te plaît, Marc. Attends, il faut t'asseoir, s'il te plaît. Donc, pour vous dire que quand j'écoute le RDR, j'ai mal à la tête. Depuis 89 jusqu'à ce jour, quand M. Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'est pas ministre, il est président du comité interministériel. Le président Oufoué meurt. M. Ouattara refuse que la loi soit appliquée. Et on organise une rébellion. Parce qu'on a vu la caisse de la Côte d'Ivoire remplie. En fait, pourquoi le RDR et Ouattara courent? Quel est leur enjeu, leur motif par rapport à la Côte d'Ivoire? Pourquoi M. Ouattara court aussi vite? Que c'est donc? C'est ça que je me pose. Voilà. Donc je dis que le RDR et M. Ouattara, ils ont leur calendrier à part. Un calendrier de braquage. Quand je parle là, vous pensez que je suis peut-être haineux? Non, je ne suis pas haineux. Je ne peux pas avoir de la haine contre des hommes et des femmes qui n'ont pas la décence par rapport à leur propre vie interne. Dans la vie, quand tu es conscient d'une chose là, c'est que toi-même tu existes d'abord. Aujourd'hui, notre pays est en train de l'échapper. M. Ouattara est d'accord avec l'entrée des Syriens en Côte d'Ivoire, que les séjours de façon gratuite, et que nos parents paysans ne peuvent pas avoir leur activité gratuite. Et ça, M. Kokora voit ça, et puis il est heureux. Quelle est la relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Syrie? Pour que des individus qui comment aller les chercher avec notre avion pour venir les déposer en Côte d'Ivoire et les donner des conditions de vie meilleures que nos propres frères ivoiriens. Voilà le problème que se pose aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Donc, ce débat-là, il faut que M. Kokora le sache, que le RDR le sache. Moi, là, j'ai dit aujourd'hui, M. Ouattara Alassane Dramane n'est plus éligible en Côte d'Ivoire par rapport à notre loi suprême. Et ça, là, je veux que tous on soit au même niveau d'information. Parce que quand vous faites l'effort pour leur donner... En fait, M. Ouattara n'a jamais été dans la loi. Toujours par des arrangements.
C'est à 42 ans que Ouattara a sa première candidature en Côte d'Ivoire. À 42 ans. Donc pendant avant 42 ans, il vivait en tant que qui? Il vivait dans quelle planète? Sur quelle planète? À un moment donné, il va falloir que nous, Ivoiriens, on comprenne que le RDR est anti-Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, pendant cette rébellion, la Côte d'Ivoire a été pillée au nord. A été pillée au nord. Pourquoi le sait? Soro Guillaume le sait. M. Ouattara le sait. Et nous autres, Ivoiriens, on le sait. Donc, quand la vérité est là, on ne va pas sauter le coq à l'âne. Moi, je parle au nom des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Depuis que j'ai fait une vidéo pour les Ivoiriens, de janvier jusqu'à mars, aucun Ivoirien ne doit payer son loyer, son EDF et son eau. Parce que quand j'ai regardé le rapport de la Cour des comptes, je ne peux pas permettre qu'un Ivoirien paye encore l'eau, courant et le loyer en Côte d'Ivoire. Pendant 3 mois. Il faut que la Côte d'Ivoire paye. Merci beaucoup. J'espère que tu as beaucoup d'argent de côté pour payer, pour régulariser le message que tu donnes aux Ivoiriens de ne pas payer. Non, oui, j'ai dit la Côte d'Ivoire va payer. Ah, ok. Voilà, okay. Merci. Ok, donc, merci. La Côte d'Ivoire que au RDR, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Ok, que merci eux, les quatre, à toi. Ils nous dérangent. Merci. Merci beaucoup à toi. Je ne sais pas, il y a des cas du militant RDR qui ont réagi, je les fais monter, mais ils tombent. Donc, c'est pas de mon fait. Assemia, sois salué, jeune frère. Oui, bonjour à tous. Bonjour, grand frère. Bonne heureuse année à tous. J'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter individuellement, donc je profite de ce panel pour le dire à tout le monde, tous ceux qui sont Olivier, pardon, sur le panel. Olivier, bon, il est ça. Et puis monter Barbé, pardon. Ok. Merci. Bien, merci. Avant que j'intervienne, je voudrais juste que le représentant du RDS sur le panel me dise quelque chose, parce que comme nous sommes tous sur le même panel, certainement il y aura des interactions entre peut-être ce que je vais dire et ce qu'il lui aussi va dire. Donc je voudrais qu'il clarifie son espèce, parce que les militants du RDR se réclament d'être des herbivores. Voilà, donc je voudrais qu'il me dise, est-ce qu'il fait partie de ces herbivores ou bien lui, il est un être humain? Parce que c'est en fonction de ça que je vais réagir s'il y a possibilité d'avoir une interaction avec lui. S'il peut me permettre, hein. Non, frère, si tu n'as rien à dire. C'est formel. Koukoura n'est pas herbivore. Non, s'il n'a rien à dire, il peut Non. J'ai quelque chose à dire parce que. Tu ne peux pas, si toi-même tu te respectes. Voilà, parce que le premier. Excuse-moi. Cette éducation de merde de la foi arrêtée. Assemia, s'il te plaît. J'ai un peu de respect pour les gens. Ok. Il faut éviter ça, voilà. Oui, parce que c'est eux. Voilà, c'est eux qui ont assumé. Assemia. Oui, grand frère. Je sais que tu as bien des choses à dire. Retire ça et puis avançons. Donc, s'il n'est pas un herbivore, je suis content parce que moi, voilà. Donc, je le félicite. Je le félicite de ne pas être, voilà, de ne pas de cette espèce. Je ne sais pas si toi, chez toi, à la maison, tes parents. Tu ne pas insister, tu es tué. Maintenant, on ne vient pas pour ce type de débat là. Il faut venir avec une bonne. En réalité. Attends, on va recadrer les choses. Assemia, on va attendre. S'il vous plaît, on va recadrer. C'est vrai qu'on avait besoin d'un peu de chaleur, mais là, je pense que c'est un peu trop. Koukoura est dans une démarche, il est dans une démarche assez polie. On va s'y conformer tous. S'il te plaît, ne fais pas allusion à tout ça, s'il te plaît. Ok, c'est fini, on laisse ça derrière. Il y a un thème qui est très intéressant. Restons dans le thème, vas-y. Ok, merci, on laisse ça derrière à côté. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport donc à ce discours qui a été tenu par le président Laurent Gbagbo, j'ai bien vu la réaction du représentant du RDR. Eh bien, ma position est claire. Hein. Nous avons ici 2 Côtes d'Ivoire qui vont s'affronter en 2025. Nous avons la Côte d'Ivoire qui
qui prospèrent et qui usent de la violence physique pour conquérir le pouvoir. Et nous avons la Côte d'Ivoire qui se base sur la légalité pour conquérir le pouvoir. Donc, il est tout à fait normal que lorsque la Côte d'Ivoire qui se base sur la légalité pour conquérir le pouvoir s'exprime, l'autre Côte d'Ivoire qui se base sur la violence physique ne comprenne pas la démarche. Parce que pour cette Côte d'Ivoire-là, tant qu'on n'a pas des forces prépositionnées aux frontières, on n'a pas des chars et des engins comment on appelle ça, de guerre prépositionnés tout autour de la Côte d'Ivoire, alors ce qu'on dit ne peut pas être écouté, ne peut pas être entendu. C'est là que je vais dire à cette Côte d'Ivoire-là qu'il se trompe lourdement. Parce que la parole, c'est l'âme des plus forts. Voilà, l'utilisation de la force, ça c'est les faibles qui l'utilisent. Et je vais aller pour lui dire que le président Laurent Gbagbo, il a toujours mené sa lutte en se basant sur la légalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ce qu'on a dû entreprendre à son encontre n'a pas pu prospérer. Parce que il est clair que devant la loi, ceux qui étaient hier leur soutien ne savaient pas exactement qui ils soutenaient. Aujourd'hui, si les gens pensent que c'est sur les on-dit d'Abobo ou bien d'Adjamé que les gens vont se baser pour prendre des décisions en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est faux.